Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'analyse factorielle et données mixtes. Voilà. J'ai mis le support de cours qui est là, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pour resituer les choses, je suis en train de faire en ce moment une série de vidéos sur les méthodes factorielles et leur mise en œuvre dans Tanagra, le logiciel Tanagra. Alors, tout ça s'inscrit dans un cadre plus global, c'est que il y a presque 2 ans maintenant, j'ai créé une page spécifique sur les méthodes factorielles, voilà, où j'ai mis l'essentiel des supports que j'ai pu écrire sur le sujet. Alors, notamment, il y a le livre qui est là, voilà, en cliquant dessus, on tombe sur le livre qui est là, où je montre comment j'explique ce qu'il y a derrière ces méthodes factorielles, déjà, hein, les sous-bassements scientifiques, voilà, les méthodes, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et j'avais fait un focus, voilà, j'ai fait un focus sur Python. Par ailleurs, j'ai écrit aussi une série de tutoriels sur la mise en œuvre des méthodes factorielles sous R. Alors, j'en avais écrit aussi sous Tanagra, mais sous Tanagra, j'avais écrit des tutoriels en fonction des fonctionnalités que j'avais programmées. Donc, du coup, j'ai plein de tutoriels, mais qui sont un peu disséminés à gauche, à droite, et il n'y avait pas une forme de cohérence. Donc, je me suis dit, il faut que je reprenne ça, et c'est pour ça que j'ai refait ici une série de vidéos en le mettant bien, en suivant le plan du cours qui est là, hein, du livre qui est là. Alors, en suivant le plan du livre qui est là, justement, on va attaquer ici le chapitre 1.6, voilà la section 1.6, qui est la liste factorielle des données mixtes. Alors, le cours est là, il est détaillé, je montre tous les éléments, bien sûr, mais dans cette vidéo, pour le coup, comme là, c'est un peu trop verbeux, voilà, je vais plutôt aller sur le support de cours qui est là, où la présentation est plus schématique. Ça vous permettra de me voir avec les numéros de page qui sont là, hein, ça vous permettra de voir facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très simplement, on va mettre en œuvre donc l'analyse factorielle des données mixtes. Qu'est-ce que c'est que l'analyse factorielle des données mixtes? Alors, le mieux, c'est de partir sur un exemple, toujours. Hein, les données qui sont là, on a un ensemble de véhicules, j'aime bien les voitures, hein, tout le monde aura compris, on a un ensemble de véhicules qui est avec des caractéristiques. Certaines caractéristiques sont des variables quantitatives et certaines caractéristiques sont des variables qualitatives. Et je veux avoir une représentation synthétique de ces données-là. Alors, généralement, quand je pose la question aux étudiants, ils commencent à me dire, je leur dis comment on fait alors, parce qu'on veut faire une méthode factorielle, donc résumer hein, des données dans un espace plus faible dimension. Voilà, et certaines variables sont quantitatives, certaines sont qualitatives. Quelle est la solution à utiliser? Alors, généralement, j'ai un grand silence. De toute manière, j'ai toujours un grand silence quand je pose une question au départ parce que les étudiants ne veulent pas se planter, ou quoi, je ne sais pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune raison. Hein. De toute manière, si on est là, c'est qu'on apprend, justement. Hein. Et au bout d'un moment, il y en a souvent un qui me dit, à ce moment-là, ce qu'on peut utiliser, c'est faire une ACP, c'est-à-dire qu'on prend les variables ici comme variables actives, on fait une ACP dessus, et on prend ici les variables supplémentaires comme des variables donc supplémentaires, des variables qualitatives comme des variables supplémentaires. Je leur dis oui, techniquement, ça va marcher. En tout cas, ça ne plante pas le logiciel. Mais il y a un souci. Il y a un souci, c'est que les variables qualitatives ne participent pas à la construction des facteurs. Et du coup, on fausse la perception hein, donc des voisinages entre les individus. Parce que, en réalité, votre voisinage, il est uniquement basé sur des variables quantitatives. Donc, cette idée de passer par une ACP et de prendre, et de prendre uniquement comme actives des variables quantitatives et de prendre les qualitatives comme illustratives, ça fausse la perception des données qu'on aura par la suite. Pourquoi? Parce que les qualitatives ne participent pas à la construction de l'espace réduit, donc à la construction de l'espace factoriel. Bien. Alors, généralement, il y a une deuxième main qui se lève, qui me dit, oui, à ce moment-là, une bonne solution, ce serait quoi? C'est de découper en intervalles ici, de faire une discrétisation, découper en intervalles chaque variable quantitative, voilà. Ensuite, de faire un recodage, et du coup, on aura un tableau entier qui est composé de variables qualitatives, certaines le sont nativement, et d'autres sont des quantitatives recodées. Et une fois qu'on a tout harmonisé, on peut appliquer la liste factorielle des composantes multiples. Ah, c'est ce qu'on avait vu ici, justement, ACM. Alors là, je dis oui. Là, pour le coup, c'est bien. Pourquoi? Parce que et toutes les variables vont participer à la construction des facteurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Mais il y a un souci. C'est que comment vous allez discrétiser ces variables quantitatives? Combien d'intervalles vous allez construire? Voilà. Et quels sont les seuils de discrétisation? Et c'est là que je dis tout le temps à mes étudiants, par exemple, je prends l'âge.
Admettons qu'on fait jeune, adulte et vieux. L'âge à partir de laquelle on devient vieux, c'est quoi? C'est combien? Faites attention à ce que vous dites, hein, c'est ce que je fais généralement. C'est une blague récurrente que je sors tous les ans. Mais oui, c'est vrai. Quand est-ce qu'on devient vieux? Bah, je sais pas, moi, hein, n'allez pas dire n'importe quoi, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est là que c'est un truc, c'est un truc à se faire des ennemis à la légère, ça, ce genre de choses. Voilà. Surtout que vieux, ça dépend de quel domaine, en fait. Dans le sport de haut niveau, vieux, c'est, je sais pas, c'est quel âge. Dans la vie normale, vieux, c'est moi, je suis pas vieux, hein, et à chaque année, je rajoute une année pour dire que je suis pas vieux. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, cette idée de prendre les quantitatives, de les découper en intervalles, et comme ça, on harmonise toutes les variables pour qu'elles soient qualitatives, l'idée, elle n'est pas mauvaise, dans le sens où on a harmonisé et on peut appliquer l'analyse factorielle des correspondances multiples. Voilà, très bien. Mais ça induit une difficulté supplémentaire, c'est comment on va découper chaque variable quantitative. Quel est le nombre d'intervalles et comment on va calculer les seuils. Voilà. Donc, je leur dis quelle est l'autre solution. La solution, ils ne la connaissent pas, en fait, parce qu'elle est très peu enseignée. C'est dommage, c'est très dommage, parce qu'elle est disponible dans différents packages de R, déjà, elle est dans FactoMiner, elle est dans ADE4, voilà, et je l'avais programmée aussi dans Tanaka. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Encore une fois, vous avez le cours qui est là, qui est de manière détaillée. Donc, j'explique les motivations, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà, une première piste, voilà, une seconde stratégie, TQA, très bien, et ainsi de suite. Voilà, mais pour ma démonstration, pour ma vidéo, on va plutôt utiliser celui-là. Alors, bon, je ne vais pas aller dans le cours. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup... Enfin, si je vais dans le cours, là, la vidéo, elle ne fait pas une dizaine de minutes. Hein. Déjà que je fais des vidéos trop longues. Voilà. Mais regardez le cours, tout simplement. Et si j'ai une page à montrer, c'est la page numéro 5. Qu'est-ce qui se passe? Dans une ACP, où toutes les variables sont quantitatives, on va construire un facteur, le premier facteur notamment, où on maximise le carré de la somme des carrés de corrélation de chaque variable avec le facteur. C'est ça l'idée. Ensuite, pour le deuxième facteur, on travaille sur la partie résiduelle, donc l'information qui n'a pas été captée sur le premier facteur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais l'idée, c'est ça. Donc, la somme des carrés des corrélations de chaque variable avec le facteur. C'est comme ça qu'on construit le facteur. Et ça passe par soit une décomposition de valeur singulière, soit par une diagonalisation de la matrice des corrélations. Très bien, dans une ACP normée. Alors, l'autre partie, l'ACM, quand toutes les variables sont qualitatives, actives sont qualitatives, on va maximiser la somme des rapports de corrélation de chacune des variables, donc avec la variable factorielle. C'est ça l'idée. Et le deuxième facteur, c'est sur la partie résiduelle, ainsi de suite. Très bien. Voilà. Ça veut dire qu'on veut que les modalités soient les plus étendues possibles sur le premier facteur de chaque variable. Et on fait la somme pour l'ensemble des variables. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on fait avec la FDM? L'idée est géniale. Tout simplement, c'est va construire ici un facteur, F1, donc c'est le premier facteur de la liste factorielle ici, de la FDM, voilà, qui va maximiser la somme des carrés des corrélations pour les variables actives quantitatives et les carrés des rapports de corrélation pour les variables actives qualitatives. Voilà, c'est ça l'idée. Alors pourquoi je dis que c'est génial? Parce que si toutes les variables sont quantitatives, il n'y a que cette partie-là qui joue et on retrouve bien la CP. On est d'accord là-dessus. Et si toutes les variables sont qualitatives, c'est uniquement cette partie-là qui joue, voilà, et on retrouve bien la CN. On a exactement une correspondance ici. Donc, l'AFDM est une vraie généralisation de l'ACP et de l'ACN, donc l'indice des correspondances multiples. C'est une vraie généralisation. Elle s'applique quand on a un mix de variables quantitatives et qualitatives, d'une part, mais si toutes les variables sont quantitatives, on retrouve les résultats de l'ACP. Si toutes les variables sont qualitatives, on retrouve les résultats de l'ACM. Donc, c'est une très, très bonne idée. Voilà. C'est étonnant, hein, c'est étonnant qu'elle soit peu enseignée. C'est vraiment très étonnant parce qu'en réalité, on a une vraie généralisation des méthodes qu'on connaît par ailleurs. Alors, comment il procède? J'explique ça rapidement ici. Regardez tout simplement, ça passe par un recodage simplement des variables. Voilà. Donc, on fait un codage one-hot encoding, un codage disjonctif complet, quoi. Restons français, hein. C'est un codage disjonctif complet, tout simplement. Et après, ici, on fait une transformation. Sur les quantitatives, on fait une centrage de réduction tout simplement. Donc, on trouve bien une ACP normée. Et quand c'est une variable qualitative, voilà, sur les codages 0,1, voilà, on fait cette transformation-là. Et c'est ce tableau-là qui est présenté à un programme d'ACP, tout simplement.
Voilà, ça vient un codage des variables judicieux. Mais bon, à la limite, ça, on s'en fout. Ça, et ça, c'est de la cuisine interne du logiciel, ça. Ce qui est très important, c'est de comprendre ça. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Et ce qui montre bien l'équivalence entre l'ACP, l'ACM et l'AFDM. C'est ça qui est important. Bon, je ne fais pas le cours encore une fois, parce que le cours en lui-même, j'en prendrai plus de temps que ça en réalité. Mais c'est pour bien comprendre que c'est une méthode factorielle qui va s'appliquer quand on a un mix de variables quantitatives et qualitatives. Il sait les prendre en compte directement. C'est ça qui est important. Bon, une fois que ça c'est dit, les données qu'on va utiliser sont là, hein, c'est toujours les voitures, hein, on saura que j'adore les voitures. Voilà, donc un ensemble de véhicules ici, on connaît un peu, il y a quelques 4x4 là, typiquement, hein, voilà, bon, Santa Fe, c'est limite 4x4 SUV, hein, voilà, il y a des voitures, ainsi de suite, décrits par des caractéristiques qui sont ici. Très bien. Donc, je sélectionne mes données, voilà, et bien évidemment, il faut avoir installé Tanagra et il faut ajouter le plugin, donc l'add-in tanagra.xla dans Excel pour avoir le menu ici. Voilà, donc ça, vous l'avez fait, hein. J'ai suffisamment montré, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, je vais dans complément, Tanagra, exécute Tanagra, voilà, on vérifie bien qu'il a sélectionné la bonne plage de données, qui part de A1 jusqu'à I11, très bien, et je clique sur OK. Ça démarre Tanagra, toujours dans l'autre fenêtre, hein. Voilà, bien. Et je vais pouvoir lancer donc l'AFDM, l'Alice Factorial de données mixtes. Alors, on va sélectionner, donc les données sont importées, hein, on a ici. Alors, ici, bien sûr, cette colonne modèle-là, c'est une étiquette, c'est un label qui servira pour les graphiques. Il ne rentre pas parmi les variables actives, on est bien d'accord là-dessus, hein, c'est une étiquette. Donc, je vais choisir les variables à utiliser. On a bien la liste des variables avec leur type. Donc, les types ont été retrouvés automatiquement par Tanagra. Donc, je vais avec cet outil-là choisir les variables actives. Je prends toutes les variables, sauf le modèle qui est une étiquette, encore une fois, c'est un label, hein, et je les mets toutes en input. Donc, dans les variables actives, certaines sont quantitatives, C c'est pour continuous en anglais, et certaines sont qualitatives, D pour discrète en anglais. Très bien. Je clique sur OK, je vérifie qu'il a bien compris, on voit bien, hein, on a bien toutes les variables actives. Ensuite, pour mettre en œuvre la FDM, je vais dans Factorial Analysis et je prends la FDM. Factor Analysis for Mixed Data. J'ai essayé une petite traduction, mais bon, l'essentiel, c'est que c'est bien cette méthode-là qu'on veut mettre en œuvre. Je la prends et je la mets là. Très bien. Alors, bien sûr, il y a des paramètres, hein, mais bon, nous, ici, on fait le plus simple. Tout simplement, par défaut, le nombre de facteurs calculés, c'est 5. Si vous voulez en mettre plus, c'est votre choix. Si vous voulez en mettre moins, c'est votre choix également. Et il ne le fait pas automatiquement, mais vous pouvez le demander, vous pouvez calculer les cosinus carrés, la qualité de représentation pour les individus, et les contributions pour les individus. Pour les variables, il les calcule automatiquement, ce sera affiché dans la fenêtre de résultats. On garde ça, on ne touche à rien pour l'instant, et je lance les calculs. Bien, on a une série d'éléments. Déjà, il y a une première difficulté, comme d'habitude dans ce factoriel, c'est le choix du nombre de facteurs. Alors là, on a les valeurs propres, sauf que les seuils usuels, en réalité, ils ne sont pas très adaptés. Le seuil de 1, typiquement, qui est usuel en ACP, il n'est pas adapté parce qu'on a trituré les données déjà, hein, et surtout, on a des qualitatifs qui ont été codés en 0,1. Donc, du coup, le seuil de 1 est usuel, la règle de Kaiser, là, elle est un peu... Voilà, très bien. C'est ce qui est expliqué dans le cours qui est là. Je montre que effectivement il y a des difficultés. Bon, c'est plus loin, hein. Voilà, pratique de l'FDM, voilà, détermination du nombre de facteurs. Le seuil de 1 en lui-même, en fait, il est souvent trop permissif. Le seuil de Carlisma, donc ça porte à Spinaki, qui est très bien, hein, parce qu'il tient compte des caractéristiques des données, du ratio notamment entre le nombre de variables et le nombre d'individus. C'est en cela qu'il est très intéressant. Voilà, ben là non plus, il n'est pas très adapté en réalité. Pourquoi? Parce que P, là, il est surdimensionné. Il y a des variables qui ont des codes 0,1 et il y a des redondances, hein. Voilà, c'est ça qui pose problème, hein. On peut deviner donc très facilement, il y a une redondance d'informations dans les données qu'on a codées 0,1, hein, parce que la somme des colonnes 0,1 de la même variable fait 1 systématiquement. Voilà. Donc cette collinéarité-là, on l'a créée nous-mêmes en l'injectant dans le programme. Voilà. Donc c'est pour ça que le P qui est là, qui est le nombre de colonnes des données qui a été présenté donc à l'algorithme, en réalité, il n'est pas très adapté. Donc c'est pour ça qu'en réalité, la meilleure méthode, c'est la méthode du coude. Voilà, c'est ce qui est expliqué ici. C'est tout simplement, il faut chercher le coude. Et dans mon exemple qui est là, on va prendre ici le coude.
Voilà, 2. Alors, toujours la question habituellement, toujours, c'est on prend ou pas le coude dans le choix. Là, pour le coup, on en prend parce que pourquoi? Parce que si on fait moins de 2, les graphiques, on ne les fait pas, tout simplement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie maintenant, c'est la caractérisation des facteurs. Alors, je reviens dans Tanagra et on a un premier tableau voilà, qui est intéressant. Je prends que les deux premiers facteurs. Hein. Voilà. Ici, on a des valeurs. Quand c'est des valeurs, je mets ici l'explication, hein, voilà, il y a un petit élément ici qui va être comprendre ce qui se passe. Voilà. Quand les variables sont quantitatives, il y a une étoile, on a le carré de la corrélation. Et quand les variables sont qualitatives, on a une double étoile, à ce moment-là, on a le carré du rapport de corrélation. Et parce que les variables sont de nature différente. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les valeurs comme ceci ici. Voilà. Dans les deux cas, on a bien une plage de valeurs qui varie, un domaine de définition qui est entre 0 et 1. Voilà. Et on peut en déduire ici les contributions. Voilà. Alors, généralement, les contributions, ici, bon, dans l'ACP, on n'en parle pas trop parce que, en fait, c'est basé sur le carré de corrélation. Comme toutes les variables sont quantitatives, il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, comme ils sont de nature différente et qu'on a des indicateurs ici qui ne sont pas exactement les mêmes, hein, qui ont les mêmes plages de valeurs, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les contributions. Alors ici, on voit bien que en fait, on a ce qui pèse le plus sur le premier facteur, c'est la puissance longueur, le poids, le CO2, la pollution, et puis l'origine. Donc l'origine des voitures, hein, on est bien là, hein, soit Europe, voilà, soit France, soit autre. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, je reviens ici, on a la qualité de représentation. N'oubliez pas, hein, la contribution, c'est de quelle manière donc une variable pèse sur la définition d'un facteur, et le cosinus carré, c'est la qualité de représentation d'une variable sur un facteur. Voilà. Voilà, ici également, on voit que le carburant est très peu. Il ne pèse quasiment pas, hein, voilà, il est mal représenté. Très bien. C'est deux points de vue différents. Souvent, ils se rejoignent, mais quand même, il faut bien regarder ce qui se passe. Bien regarder ce qui se passe, parce que des fois, on peut avoir des choses différentes. Très bien. Ensuite, on a le deuxième facteur. Voilà, donc le poids du facteur ici, il baisse pour 24%. Voilà. Et on a ici, voilà, ça se joue surtout en réalité carburant, pèse plus cette fois-ci, avec un component de 4,4. Voilà ce qui pèse. Et hauteur. Hauteur qui pesait peu sur le premier facteur. Donc 4,4 hauteur, là, je joue bien pour le deuxième facteur. Très bien. Ça, c'est très bien. Ça permet de voir le lien qu'il y a entre chaque variable et les facteurs. Très bien, la force du lien, si vous voulez. Mais ça ne dit pas de quelle manière il y a cette liaison avec les facteurs. C'est pour ça qu'on a une deuxième partie qui est pour les variables quantitatives, on a les corrélations. Et cette fois-ci, on a le signe. Voilà. Donc, d'ouest en est, de gauche à droite, si vous voulez, voilà, on voit bien comment on joue maintenant puissance-longueur. On a une corrélation négative. Donc, les voitures qui sont à gauche sont les voitures qui sont très puissantes ou pas puissantes? Très puissantes. Et les voitures qui sont à droite sont les voitures peu puissantes, parce qu'on a un signe qui est négatif ici. Voilà. Cette information-là, on ne l'avait pas ici avec les carrés. Hein. On savait que la variable joue fortement, mais on ne sait pas de quelle manière la variable joue. Alors que là, maintenant, avec les signes, on voit de quelle manière la variable joue. Hein. On a une relation négative par rapport à la puissance longueur, voilà, et le poids CO2, sur le premier facteur. Sur le deuxième facteur, voilà, on voit aussi ici qui est là, on voit que la hauteur joue de manière négative. C'est-à-dire que les voitures hautes sont en bas de votre paire factoriel et les voitures qui sont moins hautes, voilà, basses si vous voulez, elles sont plus en haut parce qu'on a un signe négatif qui est là. Donc c'est important, hein, c'est deux informations différentes. Là, est-ce que la variable joue ou pas, voilà, et là, c'est comment joue la variable. De la même manière, pour les variables donc qualitatives, on a ici les moyennes conditionnelles qu'on peut transformer sous forme de contribution et les valeurs test. Ça également, vous trouverez dans le cours. Très bien. Alors, les contributions, ce qui est important, c'est qu'elles s'additionnent d'une modalité à l'autre. Hein. Là, si on prend origine sur le premier facteur, la contribution d'origine sur le premier facteur, il est de 16,3 globalement. Et on le voit bien ici, 16,3%. Mais quelles sont les modalités qui jouent hein, dans le positionnement voilà, dans le positionnement dans le repère factoriel? Ben voilà, on voit bien qu'en réalité, ce qui joue le plus, c'est Europe versus les autres. Alors, je dis versus les autres, pourquoi? Parce qu'on a les signes ici. Hein. Donc, les voitures, hein, voilà, on voit bien ici, autre par là, et Europe positivement. Donc là, c'est plutôt
à gauche dans le repère factoriel, et là, c'est plutôt à droite dans le repère factoriel, parce qu'on a des signes. Très bien. Une fois qu'on a ça, donc, on a les différents éléments de compréhension. Alors, comme d'habitude dans les méthodes factorielles sous Tanagra, hein, en réalité, on a les coordonnées des individus. Donc là, c'est l'interprétation des variables, hein, et puis des modalités des variables quand elles sont qualitatives, voilà, ou bien des variables elles-mêmes avec le sens des liaisons quand elles sont quantitatives. Et en réalité, je le dis tout le temps, Tanagra va produire automatiquement donc, les coordonnées factorielles. Alors, ces coordonnées factorielles-là, on peut les copier, voilà, les ramener dans Excel, voilà, les coller. Et à partir de là, à partir des coordonnées factorielles qui sont là, on peut faire du post-calcul. Hein. Voilà, je mets un peu ici, là, très bien, pour que ce soit plus visible. Parce que je dis, c'est quoi cette... voilà, très bien. Voilà, on voit bien ici. Mais bon, dans Tanagra, idéalement, on peut déjà faire des graphiques. C'est ce que je fais ici. Donc, je reviens ici, et je vais dans Data Visualisation, et je vais dans Scatterplot with Label. Bien, je double-clique. Sur l'axe des abscisses, je mets le premier facteur. Sur l'axe l'ordonnée, je mets le deuxième facteur. Et je mets comme étiquette ici les modèles, les noms des modèles. Très bien. Je vais réduire ça parce que ça embrouille la vue. Très bien. Alors, on voit bien, hein, donc les voitures puissantes sont plutôt à gauche, parce qu'on a vu qu'il y a une corrélation négative. Les voitures peu puissantes sont plutôt à droite, à cause de la corrélation négative. Et on le voit bien, là, c'est une Chrysler 300C, on voit très bien ce que c'est. Alors, il y a des points qui se superposent ici. On peut faire un petit JTR, CTRL-J. Voilà, comme ça, on arrive à distinguer les points. Très bien. Là, on a une Outlander, une Santa Fe. Voilà, donc les voitures puissantes sont plutôt par là. Hein. On voit aussi, hein, 607, une voiture berline de luxe Peugeot, voilà, et les voitures peu puissantes, c'est des petites voitures justement, Citroën C2, ainsi de suite. Voilà. Alors, on a vu également une information importante ici, c'est que les voitures d'Europe sont plutôt du côté positif, à droite, et les autres voitures du côté négatif. On va voir si c'est vrai ça. Oui, hein, Citroën, c'est une européenne, Audi européenne, et ensuite les voitures qui ne sont pas européennes sont, voilà, on le voit ici. Hein. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Les voitures françaises sont plutôt au milieu. Ah, européenne, ici, c'est plutôt Audi et Golf. En fait. Voilà. Et là, en française, on voit quand même, ici, il y a quand même, hein, mais en moyenne, à cause de la 607 et la VL110, la moyenne a été rapportée plus vers le centre à cause de ça. Hein. C'est ça l'idée. C'est pour ça que le graphique des individus est très important. Hein, parce qu'on se dit, mais Citroën, c'est française. Hein, pourquoi alors il dit que, mais en réalité, parce qu'on on a des coordonnées moyennes dans le tableau. Et c'est la 607 et la VL110 qui font que la moyenne est plutôt par là. Et qu'il dit que ce qui compte le plus, c'est les européennes à cause de l'Audi et la Golf. En fait. Voilà, voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fallait voir ici? Ce qu'il fallait voir ici, c'est que l'AFDM s'applique dans le cas où on a un mix de variables quantitatives et qualitatives. C'est exactement ce qui est le cas ici. Un mix de variables qualitatives et qualitatives actives. On veut que ces variables-là, toutes, voilà, participent dans la création du facteur. Il y avait différentes approches possibles. J'ai essayé de citer rapidement, que je reprends d'ailleurs dans le livre qui est là. Hein. Vous pouvez le lire en détail ici, c'est explicité. Et justement, je montre les différents reproches qu'on pourrait faire à ces approches-là. Et l'idée, c'est justement d'utiliser une fonction, une approche, une méthode qui s'applique nativement avec un mix de variables quantitatives et qualitatives pour une analyse factorielle. C'est exactement l'idée. Voilà, voilà. Excellent travail à tous.